bien qu'on ait les pieds dans l'eau ou pas encore tout à fait, ou que ce soit déjà passé, c'est le moment de vous proposer un nouveau best-of de CTOs. Bonne écoute à tous. Vladislav Pernin, CTO de Enedis. Moi, je voulais revenir sur quand on disait essayer de couvrir tout le pan de l'engineering, quoi. Ouais. Il y a la partie, donc ça c'est une prise de conscience pas toute récente, mais quand même pas si vieille que ça, de la partie orga, parce qu'une grosse partie de nos soucis finalement sont liés à notre organisation. Donc il y a la fameuse loi de Conway, hein, je vais pas rappeler, je pense que les précédents. Tu peux. Bon, c'est l'idée très simplement que la manière dont on est structuré, organisé, découpé va influer, voire contraindre très directement l'architecture qu'on va prendre. Logiciel, infrastructure, voilà. et autres. Donc on va plutôt essayer de faire l'inverse, et j'ai des exemples en tête dans mon pôle, où on va essayer de penser l'architecture, la modularité qu'on veut techniquement, et du coup de mettre l'orga qui va en face. Donc il y a plein de trucs qui vont derrière, mais ça c'est des choses sur lesquelles je suis en boucle depuis. J'en parle souvent, parce que c'est pas forcément intuitif, et puis notre tête nous incite à faire l'inverse. Toi, il faut commencer par la partie architecture, technique et logiciel avant de mettre l'orga. Mais en fait, c'est jamais aussi simple que ça. Les deux se rejoignent, mais oui, il faut réussir à penser. Enfin, si on part from scratch, ce qui arrive assez peu de fois, mais réussir à penser ce qu'on veut designer, comment on le découpe, et mettre l'orga qui va en face. Parce que sinon, notre cerveau nous empêche de... Donc là, tu as des problématiques organisationnelles. Si tu veux faire évoluer ton système, il faut que tu fasses évoluer ton orga. Et tu penses plutôt système que orga quand tu y réfléchis, quoi. Ouais. Et c'est là, du coup, que c'est intéressant d'être sur ces postes-là. Sur mon poste, parce que justement, on peut essayer d'influencer. Pas que sur la tech, parce que c'est pareil, c'est des enseignements qu'on prend plus ou moins tardivement, mais on ne fait pas de la tech pour la tech, quoi. C'était le cas un peu au début de ma carrière, travailler sur un certain nombre d'outils, mais c'est vraiment pour répondre à quelque chose et qu'on se mette dans la logique de mesurer ce qu'on va gagner, quel impact on va avoir, etc. Et une partie des problèmes sont effectivement organisationnels, donc je suis très loin d'être encore excellent là-dessus. Il faut être honnête avec soi-même. Mais c'est une partie où je suis, en tout cas, bien. Ouais. Et alors, du coup, dans l'orga que tu décrivais, tu es responsable du comment, tu es responsable de la partie dev, tech, infra, en gros, mais sans avoir de casquette managériale. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il y a pas mal de boîtes qui sont... donc à chaque fois, c'est des compromis. Un choix d'organisation comme ça, c'est un compromis. Il y a pas mal de boîtes qui sont organisées avec des verticales techniques. Donc le patron de la tech, je pense qu'il y en a eu un certain nombre qui sont passés devant ce micro, je sais plus comment on dit. Je suis devant. Derrière le micro. C'est vrai que tu es aussi devant. Et ou le head of, enfin peu importe le nom, le CTO, le VP, enfin on s'en fout des noms parce qu'en fait ça dépend vraiment de la taille, de chaque orga. Ouais. Il est non seulement responsable de la tech, mais c'est le manager, le patron des gens en dessous, des ingés en dessous. Et donc du coup l'avantage de ça, c'est pour aligner les gens. On dit on va essayer de travailler comme ça, maintenant travailler sur tel process ou telle partie de la stack. Ça s'aligne tout seul. Mais par contre, si on a besoin d'adresser des fonctionnalités métiers qui vont concerner plusieurs verticaux comme ça, là ça commence à devenir compliqué de synchroniser les gens, d'avoir des dépendances, etc. Donc nous, le choix qu'on a fait, mais qui est en place depuis assez longtemps finalement, c'est d'avoir des sortes de verticales, mais par métier. Donc Linky en a une, mais il y en a d'autres. Et de mettre en place cette orga tech dedans. Donc effectivement, moi je suis pas le responsable, enfin je suis pas le patron de tous ces techs là, mais je fais by the book, c'est du leadership, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais sans le levier managérial. Donc comme je dis des fois, c'est de l'influence, des fois c'est une incitation vigoureuse, essayer de le motiver bien proprement, mais sans le levier managérial. Cyril Morcrette, aujourd'hui CTO Peppernest. Moi j'ai un sentiment à ce moment-là de mission accomplie, tu vois. Tu vois, comme Nicolas, il avait amené Mappy quelque part, pareil.
Tu vois, on avait donné le bon projet à MAPI, le MAS, et on l'avait amené à un des 2-3 endroits où il fallait qu'il soit. Là, ça a duré. Bon, là, je suis resté un peu trop longtemps, tu vois. Parce que là, tu vois, j'aurais dû m'écouter. Et tu vois, t'as toujours. Et tu te dis, bah non, c'est MAPI, genre, je vais pas les laisser. Et on a fait tout le projet d'intégration, parce que je me dis, bon, de toute façon, je vais aider à intégrer. Puis après, il y a eu des réorganisations, et puis j'étais plus en phase en fait. Tu vois, j'étais plus par rapport à. Il fallait accepter plein de changements au niveau de MAPI, parce que c'était plus le MAPI que j'avais connu, c'était un MAPI dans la RATP. C'est un autre écosystème. C'est un autre écosystème, c'est une autre mode de fonctionnement. Il y a plus de politique, il y a plus de. Mais c'est normal, c'est inhérent. Puis ça faisait 11 ans, donc ouais, voilà. ça faisait 11 ans, et puis en fait, tu t'aperçois que. Tu te renouvelles plus beaucoup, en fait. Tu es dans une zone de confort telle que tu connais tout, en fait. T'es parti 6 mois trop tard ? Ouais, entre 6 mois et 1 an. Ouais. Mais bon. Et les autres fois ? Non, les autres fois, non, je pense pas. Enfin, si, peut-être chez SFR, tu vois. C'est le truc qui m'a rattrapé, ou non. Tu dis, en fait, t'as des moments où t'es pas bien, tu sais pas pourquoi. Et tu poses. Tu laisses le truc durer, quoi. Ouais, tu sais, moi, j'ai beaucoup de. Enfin, j'ai beaucoup de trucs de management. Tu vois, un des trucs que j'ai amené chez Peppernet, c'est tout ce qu'on vous lit dans le management 3.0, tu vois, des trucs comme ça, et notamment les moving motivators. Tu vois, ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup. Donc, messieurs, dames, cherchez Moving Motivator sur Internet. Vous allez voir, c'est un outil formidable pour les managers. Et en gros, tu as 10 valeurs et tu dois classer les cartes. C'est 10 valeurs un peu universelles. Hein. Et tu dois les classer et tu dois expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui te ferait partir, en fait, c'est ça, Et voilà, et tu dis pourquoi je suis encore là, tu vois. Tu classes les cartes en le plus important et le moins important. Pourquoi tu te lèves le matin ? Pourquoi tu viens dans ta boîte ? Pourquoi Qu'est-ce qui te fait bouger, toi ? Est-ce que c'est plus le but ? C'est-à-dire que tu vois, tu es dans une boîte à mission et tu te dis putain, c'est de l'écologie, j'y crois parce que c'est la planète, tout ça, etc. Ou alors c'est parce que tu vois, j'ai une influence dans la boîte qui est super importante et j'ai l'impression de pouvoir vraiment avoir de l'impact, avoir de l'impact ou dans la boîte mais aussi à l'extérieur. Donc tu places ça, puis après tu dis aujourd'hui dans ma boîte à moi, est-ce que je retrouve ça ? Donc tu as classé en fait du plus important au moins important, et puis après tu dis mais est-ce que je le retrouve ou pas ? Et puis quand tu commences à avoir des trucs qui sont en bas, toi tu montes une carte si tu retrouves ça, tu la baisses si tu la retrouves pas. Et tu vois vite on va dire si c'est à la droite il y a les plus importants, ben tu regardes, si à la droite tu as les trucs qui sont plutôt en bas, tu dis ah là je suis j'ai un problème, soit je suis plus embarqué en fait, je suis plus en ligne avec, je ne retrouve plus dans ce choix ou dans cette boîte les choses qui sont importantes pour moi. Et c'est pour ça que les gens ont des baisses de motivation, parce que leur motivateur change dans la vie. Dimitri Baeli, member of the tech staff at Back Market. On peut faire du meilleur logiciel en faisant évoluer la façon de définir le produit. Donc j'ai tout un domaine du continuous delivery où fondamentalement moi j'ai une passion pour les équipes qui travaillent en flux continu. Donc pas d'itération, c'est vraiment de l'amélioration continue de la production. Donc on fait chaque jour des petites évolutions qui vont dans un sens donné, mais on n'a pas des gros livrables, on livre tous les jours en production ce qui est prêt. Et ça c'est un modèle qui perturbe tout le monde, parce que y a pas de planification de à telle date on aura ça. C'est non, chaque jour, ce qui est prêt, qui a une évolution, une amélioration du système, on la met en place. Si c'est pas prêt, il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est pas prêt. Mais si c'est prêt, on y va. Voilà, si c'est prêt, on y va. Et du coup, il y a un énorme modèle derrière ça. J'en ai pas parlé un peu dans d'autres podcasts, mais c'est qu'on peut citer. Il y a Bruno Soulez sur IFTTT. Non, je sais plus comment dans ces If This Then Dev, ouais. On salue Bruno. Du coup. Et puis Julien Lefebvre là, sur On part en prod récemment, sur un peu ces parties de continuous delivery. Et l'idée, c'est vraiment cette partie-là de plus la demande, plus l'évolution
est petite, plus l'équipe pourra la livrer vite. Donc il y a une sorte de déconstruction de la livraison d'une nouvelle fonctionnalité par étape. Et c'est très perturbant pour les équipes produits qui préfèrent définir la cible une fois pour toutes, complète, et on y va d'un grand pas, quoi. Donc j'ai voulu, chez Aramis, un peu explorer ces parties-là, de savoir ce qu'on pouvait faire pour aller plus en incrémental, en remontant un peu la chaîne de valeur, en étant côté produit. Julien Guépin, CTO de October. Comme souvent chez October, on a plutôt valorisé la montée en interne et on a énormément de profils comme ça qui ont évolué chez October. C'est aussi pour ça que je suis chez October depuis 8 ans, parce que il y a des possibilités d'évolution tout le temps. Et donc, grâce à ça, je pense qu'on a plutôt une bonne rétention, un bon turnover chez October, parce qu'on arrive à faire évoluer les gens sur des postes quand on voit qu'ils ont fait le tour de la question. Donc que ce soit d'une équipe à l'autre, et que ce soit d'un rôle à l'autre, au niveau managérial. Et toi, tu as déjà vu des grandes étapes en termes de structuration, enfin voilà, des steps un peu difficiles à passer, ou tout s'est fait un peu entre guillemets naturellement, ou tu as identifié des steps un peu structurants qui étaient un peu sioux? Je pense que l'étape au début compliquée pour moi, c'était apprendre le management sur le tas, parce que je savais pas faire ça. Et je pense que une des meilleures manières, c'est peut-être de l'apprendre sur le tas, sur le terrain, quoi. Mais voilà, c'est passer de développeur à manager, c'est pas évident. Mais intéressant et challengeant. Enfin, je me sentais au début mauvais sur le sujet, et donc ça m'intéressait. Je me disais, beaucoup de marge d'évolution. C'est marrant. Je me sentais mauvais, ça m'intéressait. Ouais, généralement, les domaines où tu te sens mauvais, tu sais qu'il y a de la progression. Ouais. Devenir expert sur un domaine dans lequel tu es très bon, c'est plus compliqué. Et du coup, tu te sentais mauvais sur quoi? Tu te sentais pas à l'aise et tu as progressé? Il y a des mauvaises décisions de la com? C'était quoi les zones d'inconfort sur lesquelles tu t'es senti pas dans l'inconfort? Ouais. C'est difficile à exprimer, je pense. Mais lire un humain, c'est pas pareil que lire du code. Communiquer et se faire comprendre et exprimer, aller dans le même sens avec une équipe, c'est un ordinateur, on lui donne des lignes de JavaScript et il va le faire. Et c'est assez obvious. Un humain, c'est plus compliqué. Après, il n'y a pas de... C'était pas non plus extrêmement complexe, mais c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et qui est intéressant. Fabien Huette, CTO et cofondateur de Green Dot. J'ai une conviction, c'est que les choses qui sont dites à l'oral sont en général légères et qu'elles ne sont pas suffisamment creusées. Si tu te forces à écrire un vrai résumé de ce que tu veux dire et une vraie explication de ce que tu veux transmettre à l'écrit, ça va t'obliger à le structurer proprement, ça va t'obliger à relire plusieurs fois ce que tu es en train de regarder, ça va t'obliger à prendre ta trace écrite comme un support de réflexion, et ça va améliorer de façon considérable ce que tu es en train de raconter. Et le nombre de fois où tu vois, il a fallu que je structure une pensée, je commence à l'écrire, j'écris mes 2 paragraphes, je me dis mais c'est complètement débile ce que je suis en train de raconter. et c'était pas la peine d'infliger le draft à mon équipe. Voilà. C'est mieux de l'avoir fait comme ça. Et donc du coup, quand tu es dans une culture de l'oral où tu as des gens qui parlent, non seulement tu as énormément de connaissances qui, comme elle n'est pas écrite, est irrécupérable, elle est dans la tête des gens et quand ils s'en vont se perdus. Alors que, a priori, si tu as tout écrit, tu peux toujours retrouver. Et en plus, tu marginalises les gens qui ne sont pas dans les discussions. Et voilà.
Donc du coup, toi, le remote, ça favorise culture de l'écrit et c'est une bonne chose. Structuration de la pensée. Après, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Hein. Si tu fais tout à l'arrache, ça se passe pas bien. Oui, c'est une discussion que j'ai eue sur c'est pas mon premier poste, mais mon deuxième poste, c'était il y a longtemps, avec un manager qui me disait que il s'était mis à fumer pour participer au post-clop. Parce que c'est dommage ça. Il y avait un nombre. Je pense qu'il. Oui, c'est romancé. C'est un peu une excuse, mais il y avait un nombre de choses importantes qu'il disait au moment où les gens étaient debout en train de discuter, qui était assez phénoménal. C'est comme la discussion à la machine à café. Enfin, il se passe des choses dans les échanges qu'on ne peut pas tout à fait reproduire en remote. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand ça se passe qu'entre 2 ou 3 personnes. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a que eux qui savent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à construire des systèmes où quand il y en a un qui se barre, c'est l'apocalypse. Emmanuel Costa, CTO et cofondateur de Bankin. Alors, l'histoire de Bankin, c'est l'histoire de personnes tierces qui nous disent que c'est impossible à faire. Les 10 ans, là. Fameux professeur que je salue de l'ESSEC, en passant par certains investisseurs, les banques, évidemment. Donc, comment ça s'est construit? Tout simplement au départ par un mécanisme de scrapping des banques. Donc une navigation automatisée sur les sites internet pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations qu'il y avait. Et ensuite, et ça c'est intéressant. Nicolas Guérin, CTO Open Classroom. Au niveau juridique, c'était pas forcément quelque chose qui était limpide dans la réglementation à l'époque. Et là où on a été vraiment assez précurseur, sans nous lancer des fleurs, c'est qu'on est parti du principe que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, mais appartenaient au possesseur du compte bancaire. Donc on a un petit précurseur un petit peu sur la RGPD au niveau des détenteurs de la data et de leur droit d'accès. Quand tu dis vous êtes parti du principe que... On a construit... Il y a un vide juridique là-dessus Enfin, il y avait un vide juridique Tout à fait. L'accès comme ça au site internet des banques, c'était absolument pas couvert par la réglementation. On sait que la réglementation a souvent un train de retard par rapport à ce qui se passe sur le marché du numérique. L'encadrement de notre activité officielle est venu bien après, plusieurs années après, et c'est venu par l'Europe. Parce que l'Europe a la volonté notamment d'ouvrir la concurrence et de construire un marché du paiement et un marché bancaire qui soit vraiment unifié et ouvert à l'innovation. Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous bossez avec cette espèce d'épée de Damoclès juridico-légale qu'un jour on vient de vous dire en fait vous n'avez pas le droit de faire ça, quoi. Absolument. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a pas mal retardé dans la levée de fonds, puisque au début, ce sont des business angels qui nous ont fait confiance, mais ça bloquait au niveau des fonds des fonds d'investissement institutionnels, puisque c'est des organismes, des sociétés qui ont des départements légaux, qui levaient des red flags systématiquement là-dessus. Et c'est à partir du moment où la législation s'est vraiment actée que ça nous a ouvert les portes du financement conventionnel tel qu'on le connaît et qu'on a pu avoir accès aux fonds d'investissement et vraiment accélérer. Sam Ramachandra, CTO Le Parisien. Mais un point qui est hyper important pour moi aussi, c'est que je recrute, moi je le dis en entretien, je recrute, ou peut-être à mes N-1, je ne sais plus. Je ne recrute pas que des gens qui sont très très bons techniquement. C'est que... Qu'ils soient bons, c'est bien. Qu'ils soient très bons, c'est encore mieux. Mais c'est surtout, moi, c'est 50% le mindset, 50% technique. C'est-à-dire que si le mindset, il suit pas, moi, je le prends pas. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de gens qui soient très bons techniquement, mais qui ne savent pas communiquer. Ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'on est dans une collaboration. C'est-à-dire que moi, toute seule dans mon coin, je peux pas faire grand-chose. Par contre, en équipe, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux délivrer un produit beaucoup plus vite. Et c'est ça que je recherche en fait avant tout. La com, la collaboration
et forcément quelqu'un qui sait quand même coder un peu. Bon, le team spirit, c'est important dans tes équipes, du coup. Clairement, pour moi, c'est important. Là, dans mon rôle de CTO, je me rends compte que je suis un peu loin des équipes, mais j'essaie quand même d'être présente. Parfois, pas plus tard qu'il y a même pas 1 ou 2 semaines, j'étais arrivée avec un go-no-go et puis les gens étaient un peu surpris. Mais pourquoi Sam, elle est au go-no-go alors que pour moi, pour moi, c'était naturel que je vienne au go-no-go, je m'intéresse à ce qui se passe, et au contraire, moi j'adore être au contact des équipes. Parfois il m'arrive encore de faire des one-to-one avec des gens de l'équipe, et parce que je veux aussi que par moi-même je puisse passer le message de qu'est-ce que j'attends. C'est que j'aime bien que ce soit fun, j'aime bien que ce soit fun. Ok. J'aime bien que ce soit collaboratif. Je veux qu'on fasse des choses innovantes. Pas uniquement se focaliser sur, par exemple, que sur la partie un peu, on va dire, j'aime pas ce mot, mais les trucs chiants. C'est-à-dire que je veux aussi qu'on fasse les choses les plus innovantes et qu'on le fasse en interne, parce que je sais que les équipes vont s'éclater derrière. Et ça, en fait, j'essaie de transmettre ces idées-là à mes équipes. Thomas Berger, CTO groupe La Centrale. D'autres décisions, d'autres choses que tu as poussées, les grandes décisions en tant que CTO, tu parlais de l'infra as code, des choses que tu pousses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pousses Il y en a une que je pousse beaucoup, c'est ce que j'appelle ne pas réinventer la roue. Et ça a plein de facettes. Je parlais de l'open source tout à l'heure, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait. Ça marche pour l'open source, ça marche aussi pour les solutions externes payantes. S'il y a quelque chose qui existe, qui est plutôt stable et où on a peu de valeur à le recréer, ça sert à rien de le recréer. On aime bien un dev, nous on aime bien recommencer un truc qui existe déjà, sauf que un peu du business, ça n'a pas de valeur. Donc toujours se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à le faire ou à l'acheter? Donc ne pas réinventer la roue. Deuxième chose, c'est quoi ta limite là, du coup? Comment tu la détermines Je saurais pas vraiment définir une limite. C'est vraiment quels sont nos enjeux. Et après, finalement, c'est souvent une décision qui est rollbackable. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, en fait, on démarre avec une solution externe. Finalement, si c'est trop cher, on va en parallèle développer. Si c'est trop cher et que ça marche, et qu'on pense qu'on a une valeur ajoutée à le faire nous-mêmes, on va investir en parallèle et on arrêtera l'achat de la solution au moment où on sera prêt. Donc c'est plutôt. J'ai des exemples sur des algos de détection photo, par exemple. On sait faire. On sait analyser des photos, faire des bons algos. Mais bon, il y a Recognition AWS qui marche très bien et qui sait le faire et qui est mieux entraîné que tous nos modèles. Donc est-ce qu'on a intérêt à réinventer un modèle de détection photo? Peut-être à un moment ce sera intéressant, mais pour l'instant non, quoi. C'est une question de coût. C'est une question de ROI en fait. Et j'ai le même principe. Je pousse énormément sur les services managés, serverless service managés. Pourquoi? Parce que pour moi, les équipes, elles sont là pour créer de la valeur. On revient sur mon fil rouge. Elles sont pas là pour faire de la maintenance d'applicatifs. Donc, dans les 2 entreprises là où j'ai été récemment, donc le Parisien, c'est quelque chose que j'ai plutôt piloté. Donc, on est passé d'un mode on-premise à du cloud public, mais du cloud public, pas un lift and shift, du cloud public. On a repensé nos applicatifs en serverless, donc Lambda, et en service managé, donc DynamoDB, DocumentDB, pour se dire en fait la valeur d'une équipe à maintenir un cluster Mongo, elle est faible. Par contre, à un moment, si le service manager coûte trop cher par rapport à avoir une équipe dédiée à l'optimisation, c'est là où on fait la bascule. Mais la bascule, il faut être quand même très très gros pour commencer à l'atteindre sur ça. Donc c'est toujours démarrer par construire vite, apprendre. Et finalement, si c'est intéressant, s'il faut investir, on peut toujours investir. Nicolas Guérin, CTO Open Classroom.
Donc je suis le premier engineering manager à arriver. À l'époque, c'était lui qui faisait. C'était encore tout petit. C'était encore tout petit. Il y avait 80 personnes à peu près chez Open Classrooms. Donc il y avait... à la tech ou en tout? Non, en tout. En tout. En tout, il y avait 10 développeurs. Et j'arrive, je suis le premier manager. Donc même les développeurs, ils comprennent pas trop ce que je vais faire. Tu vas servir à quoi? PHP, tu connais pas. React, tu connais pas. Il y en a plusieurs qui ont fait la comparaison avec un Scrum Master d'ailleurs. Et puis, on commence à mettre en place des one-to-one réguliers, donc ce qu'ils n'avaient pas ou peu, parce que Romain n'était pas... Qu'est-ce que tu réponds qu'est-ce que tu vas faire? T'es Scrum Master plus? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu réponds quoi? En vrai, je réponds rien. Je souris un peu parce que j'ai mes idées, mais je pense que de dire fais-moi confiance ou attends, tu vas voir, c'est pas très très vendeur. Donc je réponds qu'on va construire le rôle ensemble et on va voir. Moi, que j'aurai tant que je les aide et que je les supporte dans le fait de faire bien leur travail, je considère que mon rôle sera utile. Et puis on avance et on construit ça ensemble. Et c'est là que se dessine le mot servant leadership. Qui est pour moi et la vision de ce que tu managérial quoi. C'est ça. Donc un manager au service de l'équipe et pas un manager au-dessus de l'équipe qui vient soit leur taper sur les doigts, soit contrôler ce qu'ils font. C'est vraiment un rôle au service de l'équipe, un rôle parmi les autres au sein de l'équipe qui est de plutôt que de la tirer, de la pousser vers le haut et de faire en sorte qu'il s'améliore en tant qu'équipe déjà, parce que on revient à l'épisode de Dimitri Bailly que tu as écouté de CTO dont tu me parlais. Les synergies, les rôles, on voit ce qui marche pas, et on voit qu'il y a des interactions qui marchent mieux que d'autres, et c'est pas qu'un problème de compétences, c'est qu'un objet de compétence, c'est aussi des synergies entre certaines personnes qui marchent mieux que d'autres. Donc on se rend compte qu'il y a des binômes qui fonctionnent, des groupes qui fonctionnent. Donc on essaie de les faciliter, de les pousser un petit peu plus. Il y a des servant leadership, t'as des lectures qui t'ont inspiré justement, des choses, des rencontres il y a beaucoup de ressources sur le servant leadership sans jamais utiliser forcément ce mot-là. C'est un mot qui est apparu il y a longtemps, il me semble. J'avais écrit un article sur Medium il y a quelques temps là-dessus, j'avais fait des recherches, mais il y a des choses qui m'échappent. C'est un mot qui revient beaucoup, mais jamais comme un dogme ou quelque chose comme ça. Et après, il y a des adaptations. Je pense à Radical Candor, qui est typiquement complètement là-dedans. The Manager's Pass, qui en parle aussi pas mal. Et en fait, on le retrouve beaucoup. N'importe quelle lecture de management un peu moderne, on le retrouve beaucoup, ce concept-là, parce que ça devient une évidence. Ouais. Surtout dans des marchés où on n'a plus les mêmes leviers qu'il y a 50 ans, où il y a des gens qui peut-être avaient peur de perdre leur emploi, ou qui voulaient faire carrière dans une boîte, qui avaient plus de mal à changer. Le monde du développement, c'est pas ça. Donc on a des turnovers en moyenne de 2 ans. Si on veut retenir les gens, il faut trouver d'autres leviers que la peur, le bâton, la pression, ce genre de choses. Voilà. Donc je m'oriente plus vers ça, je mets ça en place dans l'équipe. Donc ça passe au début par beaucoup d'écoute, identifier les problèmes, essayer de résoudre les problèmes, agir sur ces problèmes. Benjamin Chevalreau, CTO de Waltaio. Forcément, on doit être à la recherche de la rentabilité et de l'utilisabilité. Moi, j'ai toujours été frustré de faire des choses qui n'étaient jamais utilisées. Et ça m'a toujours marqué. Donc, moi, je veux coder, parce que je suis un codeur et j'adore coder, mais qui vont être utiles et de manière rentable. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a rencontré un petit peu des codeurs fous qui font du code un petit peu pour se faire plaisir et en fait, vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais utiliser le dernier langage Super Sexy parce que tout le monde en parle sur Twitter et j'ai envie de le tester. Ça n'a jamais été vraiment mon cas. J'ai toujours cherché, en fait, quand je fais quelque chose, son objectif, c'est qu'il soit solide, qu'il soit réutilisable, qu'il soit durable. Et j'ai toujours gardé, en fait, tout le temps ces aspects-là, en fait, quand j'ai, dans mes différents projets. Ok. Ouais. C'est pas le plus sexy, mais c'est vraiment important. Et c'est vrai que ça a toujours été un grand débat sur, tiens, on se lance dans un projet, on prend quel langage de programmation? Et il y a toujours eu des gens qui ont dit, ah ouais, mais en ce moment-là, le langage à la mode, c'est celui-ci. Franchement, faut y aller, on fonce.
Et je leur dis, mais attendez, notre objectif, c'est d'avoir une société avec X développeurs. Et si vous ne pensez pas que dans 1, 2, 3, 5, 7, 10 ans, on va avoir des problèmes de recrutement? Et en fait, c'est toujours de se dire, faut aussi imaginer que si on prend une techno, faut trouver les développeurs qui vont en face. Et si on prend la dernière techno à la mode qui est sortie il y a quelques années, on prend des risques. On prend des risques de plus trouver de compétences en face. Et on prend des risques, du coup, des maintenances compliquées. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu fais des choix sur... tu fais pas le choix de techno à la mode quand tu fais tu fais les choix par rapport à quoi? Juste vraiment aussi par le marché des développeurs, qui est vraiment aujourd'hui quelles sont les compétences qui sont disponibles sur le marché et à quel prix. Et j'espère que je vais pas froisser les gens, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand Kotlin était sorti, tout le monde voulait aller sur Kotlin. Ah ouais, mais Kotlin, c'est génial, machin truc et tout. J'ai dit, ouais, c'est cool, moi j'ai fait du Kotlin, c'est génial et tout. Et j'ai fait un projet sur Kotlin. Et après, par contre, trouver des développeurs qui étaient capables de faire la maintenance de Kotlin, on a galéré. On a vraiment galéré à trouver ces compétences-là. Et donc, c'est pour ça, maintenant, je suis relativement vigilant sur des choix de langage de programmation, mais ça peut aussi aller sur les technos, de pas forcément prendre les derniers frameworks qui sont sortis. C'est vraiment se dire, ok, si je prends un framework, il faut demain je sois capable de trouver des développeurs qui puissent... Voilà. Parce que du coup, chez Waltio, votre stack, il y a du Golang? Il n'y a pas de Golang. Il n'y a pas de Golang? Non. Vous êtes sur quel stack? On est des choses justement du coup assez standards. On est divisé sur 2 langages. On va être sur du Java et sur du Node.js, quoi. Ok, bon, voilà. Pour le coup, dans 7 ans, tu trouveras... Exactement. Il ne devrait pas y avoir de sujet, quoi. Exactement. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et c'est rigolo, quand on a créé Waltio, une de mes ambitions, c'était de se dire, voilà, on a commencé avec 30 d'utilisateurs, et c'est de dire, je ne souhaite pas qu'on change, que ce soit le langage, le framework, l'architecture. Je veux être prêt avec les premiers éléments de la plateforme à pouvoir scaler et construire par-dessus. Paul Konscali, DSI de la SACEM. On a la chance d'avoir créé à l'initiative d'un des membres du conseil d'administration un conseil stratégie et innovation dans lequel les gens de l'innovation chez moi, la DSI, là, animent. Et donc, justement, on interagit avec le conseil d'administration, la direction générale, des entités de développement de la SACEM, là, tous ceux, en fait, qui doivent se poser des questions sur la SACEM, comment elle doit évoluer et comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un comité qui est super intéressant. On a des gens éminents qui viennent. On a reçu des directeurs de recherche de certaines entreprises du jeu vidéo. On a reçu une professeure de droit spécialisée dans ce qui est le droit d'auteur sur l'IA, là, et qui travaille aussi pour la Commission européenne. Donc voilà, on échange avec beaucoup d'acteurs pour justement essayer de nous appréhender la SACEM. Ça va être quoi son rôle, c'est quoi son positionnement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau institutionnel, est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau technologique, pour aller dans le bon sens. Donc c'est passionnant. Donc toi, dans ton rôle aujourd'hui de DSI, ça fait partie de ta casquette d'avoir ce rôle un peu, être à l'écoute, avoir ce regard prospectif et très main dans la main avec le métier sur ces sujets-là, quoi. Oui, exactement. Donc je suis de temps en temps dans la soude pour essayer de faire avancer les projets, et puis de temps en temps on lève le regard un peu plus loin pour essayer de se projeter et puis de savoir où on va et où on peut, où ça serait peut-être intéressant d'emmener l'entreprise. Et comment on peut nous y contribuer, comment nous on peut aider. Moi c'est vrai que c'est un de mes leitmotifs, c'est comment la technologie peut être au service des clients finaux, des utilisateurs ou des métiers internes. Et ça, c'est vrai que cette dynamique-là du comité stratégique et innovation, il répond parfaitement. Charles Gorintin, CTO et cofondateur de Alan. Donc, un des préceptes qui, moi, m'a beaucoup influencé, c'est notamment le Move Fast and Break Things. Donc, ensuite, Facebook est revenu un petit peu dessus. Mais c'était tous cette idée que c'était plus important d'avancer que de faire les choses parfaitement. En fait, shipper quoi. Voilà, shipper, se tromper. En fait,
Et après, moi, j'ai creusé beaucoup le concept philosophique. Il y a notamment le concept de l'antifragilité. C'est que, en fait, le fait d'avoir un bug ou le fait de se tromper est une information. Et avoir cette information te permet de prendre des meilleures décisions après. Et en fait, on peut souvent dire que si on va vite, en fait, on fait plus d'erreurs, mais ça nous permet de derrière faire moins d'erreurs. Donc c'est un peu comme le fromage, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. En fait, c'est plus tu fais d'erreurs, moins tu fais d'erreurs, en fait. Alors que le truc qui serait un peu sensible, un peu normal, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et finalement, tu t'assures que tout ton code est parfait, qu'il peut jamais y avoir de bug, mais en fait, t'avances plus. Ok, tu mets jamais en prod, Exactement. Mais en fait, t'as peur de ton ombre Est-ce qu'il y a une limite un peu à ce... Parce que du coup, des fois, ça peut faire un peu apologie de l'erreur, ce qui à un moment donné trouve ses limites, quoi. Il y a clairement des limites, et il faut vraiment bien comprendre le concept pour pouvoir l'appliquer. C'est que une erreur, ça doit pas être reproduit indéfiniment. Enfin, c'est errare humanum est, perseverare diabolicum. C'est que si on fait une erreur plusieurs fois parce qu'on n'a pas appris de cette erreur, en fait, c'est juste qu'on n'avance pas. On n'a pas utilisé ces erreurs comme de l'information. L'avantage d'aller vite et en fait laisser des bugs, c'est qu'on sait quels bugs vont être critiques à l'application. Et donc forcément, on va réussir à s'améliorer, à mettre des barrières aux endroits qu'il faut. C'est un peu comme cette histoire du biais du survivant. C'est que, je sais pas si tu connais un petit peu, mais en gros, la base de cette histoire, c'était un ingénieur américain pendant la Seconde Guerre mondiale qui voyait les avions revenir avec des trous de balles dans la carrosserie, dans la carlingue, exactement. Et en fait, tous les autres ingénieurs voulaient mettre renforcer les endroits où il y avait eu des trous de balles, parce que ça permettrait d'être plus fort. Mais en fait, cet ingénieur américain a dit, en fait, c'est complètement absurde. C'est au contraire, c'est là où on voit, où il n'y a pas du tout de trous de balles, que c'est ces endroits-là qu'il faut renforcer, parce que c'est là que les avions ont été descendus et qui sont pas revenus. Et en fait, c'est un peu ça le truc de l'antifragilité, de pourquoi il faut faire des erreurs. C'est qu'on voit les choses qui sont importantes ou non, et on peut se renforcer là où c'est important. Bon, donc du coup, j'imagine qu'il y a une grosse culture du post-mortem chez vous, et de l'analyse de ce qui s'est mal passé, des rétros. Exactement. Enfin, on essaye d'en faire vraiment régulièrement à tous les niveaux de l'entreprise. On a des channels Slack exprès pour ça, et on a cette culture. Enfin, pour aller avec ça, il faut absolument avoir une blameless culture. Une culture où c'est OK de faire des erreurs, de prendre des risques. Parce que forcément, miser sur l'antifragile, c'est un risque. Parce que derrière, si on a un bug et on fait tomber le site, il ne faut pas essayer de virer le stagiaire ou la personne qui a pris ce risque. Ce serait complètement absurde. Parce que derrière, ça veut dire qu'on ne prend plus de risques. Et donc on se retrouve dans l'idée on va moins vite parce qu'on veut faire moins d'erreurs, et finalement on va juste moins vite. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.
Ciao.